Bonjour à toutes et à tous. Et avant de commencer, permettez-moi d'exprimer mes remerciements à François Lovar pour avoir organisé cette journée et toute l'équipe qui l'a accompagné dans l'organisation et évidemment à cette institution si importante qui nous accueille aujourd'hui. Vous allez être confrontés à un exposé présenté par quelqu'un qui n'est pas vraiment francophone complètement, donc mon français a des problèmes, et qui n'est pas non plus une spécialiste de l'histoire des femmes, mais, comme Françoise l'a bien expliqué, une spécialiste plutôt de l'histoire des livres. Également, j'ai eu cette tâche un peu difficile de commencer la journée et de parler d'un sujet qui nous va obliger à faire des allers-retours dans l'histoire chinoise. Donc, c'est peut-être une présentation un peu, qui peut apparaître décousue, mais il s'agit d'un corpus de textes qui a une longue histoire avant d'arriver aux éditions dont nous allons parler. Alors, autre chose. Comme je disais, je suis une spécialiste de l'histoire du livre et pour les éditions dont sera question ici, c'est-à-dire le XVIe et XVIIe siècle, la production de ces ouvrages est concentrée dans une partie de la Chine. Alors, ils ont gentiment préparé cette carte pour ceux qui ne seraient pas familiers. La Chine de la période Ming est le territoire en couleur vert qu'il y a dans la petite carte dans cet espace. Et nous allons parler d'éditions qui sont produites essentiellement dans la région du Jiangnan, que vous voyez reproduite dans la carte. Et une autre chose que je voulais dire à propos de cette période, c'est que quand vous allez lire des ouvrages sur la période de cette dynastie qui vont vous parler d'une Chine riche, d'une Chine où on achète de tout, on publie beaucoup de livres, on a beaucoup de livres illustrés, où l'image est partout. En général, c'est de cette partie-là de la Chine dont on parle, une Chine où il y a des villes importantes, deux anciennes capitales, et effectivement, on produit beaucoup de livres illustrés. Un autre point qu'il faut toujours un peu avoir à l'esprit dans l'histoire de la production illustrée chinoise, c'est l'utilisation et la reprise des mêmes modèles dans les illustrations. Donc, vous allez voir qu'il y a des images qui reviennent. Il y a des auteurs qui parlent même d'une sorte de cannibalisme d'un ouvrage à l'autre, dans le sens que matériellement, comme il s'agit d'imprimer xylographique, c'est-à-dire d'imprimer fait à partir des planches de bois, on peut prendre un livre, détacher une page, la coller sur une planche de bois et regraver la même image, un peu dans un procédé infini. Avant d'arriver au sujet central de ma communication, je voulais aussi vous rappeler qu'il existe beaucoup d'autres femmes qui peuplent les illustrations des livres à cette époque. Alors, il y a par exemple, on peut dire l'héroïne, l'amoureuse, la jeune amoureuse romantique, par exemple. Une des publications plus répandues et plus illustrées à ce moment-là est l'histoire de la Chambre de l'Ouest, donc une pièce de théâtre qui a déjà quelques siècles d'histoire, mais qui à ce moment-là devient une pièce littéraire. Et donc, elle est publiée à ce moment-là, souvent illustrée, on en compte quelques dizaines, avec des scènes qui accompagnent les textes, mais en ouverture, vous allez trouver les portraits de la protagoniste, qui peut être plus ou moins bien, avoir une pose plus ou moins sage, je dirais, parce que, comme vous voyez, elle découvre parfois son bras, et dans d'autres illustrations encore, à ses vêtements un peu ouverts sous sa poitrine, qui peut faire penser à ces nuits où elle pense à son amoureux des nuits d'été, avec les vêtements un peu ouverts. D'autres protagonistes, toujours de la littérature, cette fois de notre pièce de théâtre, qui n'est pas une pièce ancienne, c'est une pièce contemporaine. Une autre héroïne qui va se consumer dans son rêve d'amour, qui reviendra comme fantôme dans l'évolution de la pièce, mais qui également, dans ce livre illustré, représentait un portrait qui est mis en ouverture de votre édition. Voilà, tout lignant dans un autre cas.
On n'a pas que des pièces illustrées, on a aussi quelque chose qui relève de la fiction ou du roman. Donc, voici une autre édition un peu plus tardive qui est faite dans la vie de Hanjo, où en ouverture, vous avez ces deux protagonistes qui, au fond, vous rassemblent totalement les deux jeunes femmes que nous avons vues auparavant. Mais si vous fouilletez l'ouvrage, vous allez découvrir toute une autre série d'histoires, parce que je ne sais pas si vous arrivez à voir ces images qui sont d'une piètre qualité, mais c'est l'histoire des aventures érotiques et pas de n'importe qui. C'est lié à l'histoire de deux concubines qui ont évidemment porté à la décadence de l'empereur qui les fréquentait. Alors, pourquoi je vous ai parlé? On reviendra sur ces personnages. Dernier prototype de femme qu'il faut avoir peut-être à l'esprit quand on parle d'images dans les livres illustrés à cette époque-là, c'est la femme qui est liée à la soie, au tissu. Bon, non simplement, comme vous l'avez ici, disons, la découverte mythique de la soie. Donc, ce que vous avez ici, c'est une image qui est tirée d'Inonchou, que c'est un ouvrage du XIVe siècle, mais qui est resté simplement dans une édition du XVIe siècle, qui normalement devrait représenter que des outils agricoles, mais qui en réalité, dans certaines de ces pages, présente aussi des images figuratives. Et donc, vous avez un des rôles de la femme qui est lié à la production de la soie et qui est un peu partout dans cette production illustrée à ce moment-là. Encore un autre ouvrage, la femme à son métier, la femme en train de préparer le tissu. Nous sommes ici dans une édition de 1637 d'un ouvrage qui est le Tiengong Kaiwu, qui est un ouvrage de type technique. Donc, vous avez vu un peu des poncifs possibles des femmes qu'on trouve dans les livres illustrés à cette époque-là. Et nous allons finalement venir à notre corpus de biographies illustrées. Donc, essentiellement, on aura les bibliographies illustrées des histoires des femmes exemplaires, sur lesquelles je vais commencer. Quelques éditions illustrées dits classiques de la piété filiale féminine et d'autres recueils qui sont produits en même temps, qui vont utiliser une partie du corpus des histoires des femmes exemplaires et ajouter de nouvelles histoires, et qui seront publiés tous illustrés. Ça veut dire que chaque biographie est accompagnée par une image. Alors, j'utilise le terme biographie parce que c'est comme ça qu'on traduit le terme Zhuan, mais en réalité, ce ne sont pas des vraies biographies. Vous n'avez pas une vie qui déroule dans les textes qui accompagnent, c'est un moment précis qui est présenté en exemple et qui a motivé, disons, la raison pour laquelle l'histoire a été choisie. Alors, je passe sous les sources. J'ai mis là quelques articles. Je vous conseille, en tout cas, si vous êtes intéressé à certaines des images que vous verrez passer aujourd'hui, les sites de l'Université de Virginia, où certaines éditions ont été mises en ligne. Alors, pour ce qui est du corpus, donc, il y a Yuan. À la base, nous avons un texte très ancien, du 1er siècle avant notre ère, qui a été composé par Lucien. Lucien, c'est quelqu'un qui avait été d'abord éloigné de la cour, comme normalement les hommes de la même famille impériale, qui revient, qui est, on peut dire, bibliothécaire, et qui a l'occasion d'avoir accès au texte, et donc avec aussi la participation de son fils à faire son catalogue, va composer des recueils de biographies, dont les recueils de biographies des femmes. Nous sommes aussi dans ce moment particulier. Si vous vous rappelez, je vous ai montré en ouverture ce roman qui fait une allusion à ce moment de perdition où l'empereur Chendi était objet de prêter trop attention à ses concubines, les deux sœurs Zhao. Effectivement, à ce moment, l'empereur qui a eu une épouse principale, qui a eu une concubine, déjà qui avait donné des enfants, mais les enfants sont morts, va, disons, passer trop de son temps
avec les deux héroïnes de la pièce, du roman que je viens de vous montrer. Donc, c'est à ce moment que, comme il reporte, disons, des auteurs successifs, ayant, disons, pris, ici c'est le récit qui est fait un siècle, 2 siècles plus tard, Lucien avait vu que les coutumes, disons, étaient excessives, que les concubines avaient un rôle trop important. Il a pensé d'abord que l'enseignement royal devait aller de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire que la famille royale, la cour, la famille royale devait bien fonctionner pour pouvoir faire si que cela s'exporte à l'extérieur et que l'empire donc aussi fonctionne. Et donc il a choisi ces histoires de femmes chastes et sages dans les textes classiques. Rappelons-nous qu'il était bibliothécaire et il a créé cet ouvrage qui donc devait servir en quelque sorte à montrer les bons exemples à présenter au fil du siècle, donc pour l'éducation de l'empereur. Donc vous avez ce corpus qui n'est pas pour un public commun, il naît pour l'empereur, il naît dans un contexte impérial. Et les biographies vont être composées. Là, vous voyez en gros la disposition de l'ouvrage. Donc, il y a 6 chapitres qui sont consacrés à des exemples positifs de femmes, plus un chapitre qui est consacré à des exemples négatifs. Et ensuite, il y a très rapidement d'autres textes qui vont arriver dans le corpus. Donc, vous avez cette base de 124 histoires. Cette histoire nous est narrée au 1er siècle, au 2e siècle, par des auteurs qui vont écrire l'histoire des siècles antérieurs. Et malheureusement, la transcription manque, mais il faut rappeler qu'avec Bangou, nous avons Banjao, c'est sa sœur qui participe à ces compilations, et vous allez voir que ce personnage va revenir. Je suis désolée, c'est toujours comme ça, les choses reviennent régulièrement dans l'histoire. Donc, il y a une autre chose qu'il faut rappeler à propos des histoires des femmes exemplaires, que du début, là aussi, sous votre gauche, c'est une citation tirée par l'histoire de Han, si je me rappelle bien. L'histoire des femmes exemplaires inclut des poèmes et des images. Donc, l'image n'est pas quelque chose qui apparaît comme ça et qui est simplement lié au livre illustré, c'est-à-dire que dans ces histoires qui concernent les femmes, l'image est toujours présente. Et quand on lit des textes un peu postérieurs, vous trouverez en plus des choses encore plus précises, c'est-à-dire que quand je faisais mon catalogue avec mon fils, nous avons réuni des histoires de femmes exemplaires, nous avons fait des sections. Évidemment, ce sont quelque chose qui doit être porté en exemple, et ces histoires vont être représentées sous des paravents. Ça, les textes. Alors, je ne suis pas spécialiste d'histoire de l'art, nous avons peu de temps, donc je ne vais pas rentrer dans les sujets, mais il existe toute une série de représentations sous support solide, disons dur, que ce soit des paravents du 5e siècle ou des sculptures sous pierre, toujours dans le contexte de l'art funéraire, certaines très connues, où certaines de ces histoires, de ces biographies sont représentées. Donc ici, vous avez quelque chose de très connu que c'est aux États-Unis, nous sommes au 5e, 6e siècle, un peu plus ancienne. Vous avez au Chandon les sanctuaires du Vouliancé, ou les histoires de certaines de ces femmes qui, je rappelle, ce sont des femmes avant notre ère, dont les biographies sont prises dans les textes classiques, disons, de la littérature chinoise. Donc, jusqu'à là, nous avons vu comment se construit ce premier corpus. Et nous allons assister aussi à des transformations, c'est-à-dire que ces images vont prendre place aussi dans les nouveaux supports, que ce soit tout d'abord des rouleaux, et ensuite elles vont arriver dans les livres illustrés xylographiques. Alors, les cas évidemment plus connus de l'histoire de ces femmes exemplaires, ce sont ces rouleaux qui sont conservés au British Museum, où on retrouve certaines de ces images, dont les modèles, parfois, est attribué à un peintre chinois extrêmement connu, qui est Gu Kaizhe. Je dis bien les modèles, pas la peinture en soi. Et ici, on est toujours
avec les mêmes personnages, c'est-à-dire on a le cas de Chendi et de la concubine, la première concubine, la bonne concubine, qui ne va pas monter avec lui sous les palanquins ou sous les chars parce qu'il ne veut pas les distraire dans son activité de gouvernement. Et alors, tout c'est du discours pour arriver finalement au livre. Et là, je pense que vous pouvez reconnaître la même image dans une édition illustrée de l'histoire des femmes exemplaires. Dans ce cas, vous avez une illustration dont le format, pour ceux qui travaillent sur l'histoire du livre, nous renvoie à quelque chose de très précis, c'est-à-dire la production des livres illustrés commerciaux de la région du Fujian, que je vous signalais sur la carte, et qui a la caractéristique justement d'avoir une production souvent où l'illustration est située en haut de la page. Alors, là, l'édition en question, elle n'a pas été conservée. On considère que les modèles des images devaient être quelque chose d'assez ancien parce que dans certaines illustrations, comme vous voyez les personnages, ils n'utilisent pas un mobilier contemporain au moment de l'édition. Ils utilisent des personnages qui sont par exemple assis sous des nattes ou d'autres objets d'immobilier, des détails qui font donc référence à une période plus ancienne et on considère que les modèles donc auraient pu être celui transmis par ces peintures. Et si vous prenez l'ouvrage et sa première page, c'est que vous trouvez dans la première page, donc effectivement, il y a ce rappel dans le titre lui-même. Qu'est-ce qui vous dit les titres? Les titres, si on les traduit, c'est l'histoire des femmes exemplaires qui est illustrée par Gu Kai-je, donc ces fameuses peintres du IVe siècle, même si en réalité cet ouvrage est quelque chose qui est produit au XIXe siècle en se basant sur un modèle du IIe et XIIIe siècle. Alors, jusqu'à là, je suis désolée, ça a été un peu vite et beaucoup de contenu, mais bon, c'est un peu la réalité quand on va affronter ces corpus. On ne peut pas faire abstraction de toutes ces choses-là, parce que ces choses-là étaient quand même évidentes aux gens qui avaient ces ouvrages entre les mains. Donc, vous avez, on peut résumer, ce corpus qui est quelque chose qui naît pour les palais, des histoires qui sont transmises sous différents supports. Probablement un livre manuscrit du IIe siècle, quelque chose que nous n'avons plus, mais dont nous comprenons l'existence si nous lisons les textes qui accompagnent ces ouvrages, parce que il y a des préfaces qui sont datées de ce moment-là, où on comprend qu'il devait exister un rouleau, donc une forme de livre manuscrit, probablement, qui continue, disons, qui fait les liens avec les livres imprimés dont nous allons parler. Et ici, je vous ai mis donc un exemple de cette conduite irréprochable, la question de se défigurer pour éloigner les prétendants. C'est quelque chose qui est une constante dans toute cette production, que soit la partie, disons, ancienne, ou les biographies qui vont être ajoutées par la suite pour compléter ce corpus. Alors, parallèlement, je vous ai dit, nous n'avons pas des peintures qu'on peut dater du XIIe, XIIIe siècle sur l'histoire des femmes exemplaires. Par contre, nous avons toujours dans cette alternance d'images et de textes, dans cette production d'ouvrages qu'on peut considérer des peintures avec notes ou des livres illustrés, nous avons des rouleaux qui sont consacrés aux classiques de la piété filiale des femmes. Et plus particulièrement, deux exemplaires qui sont conservés dans les deux plus importants musées, un c'est à Pékin, un soit à Taïwan. Vous les trouvez dans des collections privées. Vous avez des monographies au sujet de ces peintures. Notamment, il y a des auteurs américains qui ont travaillé sur ce sujet. Alors, on considère que ces peintures, elles devaient exister au moins avant 1127, parce qu'un traité de peinture qui porte cette date
ne fait mention. Donc, il existait déjà des peintures qui représentaient les classiques de la piété filiale féminine illustrée. Alors, pourquoi je vous fais ce discours? Parce que je ne sais pas si vous êtes en train de voir, mais on est en train de glisser, c'est-à-dire on part d'un milieu vraiment, au fond on peut dire la famille impériale, l'éducation de l'empereur, à des peintures qui sont destinées probablement à des élites, d'accord? Et on va arriver à des ouvrages qui théoriquement porteront vers des gens pour les gens aussi du commun, entre guillemets. Parce que si on passe maintenant effectivement aux éditions illustrées les classiques de la piété filiale, alors une caractéristique de l'ouvrage, qu'elle est en 18 sections, c'est que, comme on va lire dans sa préface, est quelque chose pour tout, quelque chose qui doit fonctionner de l'empereur aux gens des communs. Donc, on a cette divulgation de l'image. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une édition que vous retrouvez au Japon, et ce que vous voyez, c'est l'illustration de la première section. La première section porte sur la réalisation et la naissance théorique de ces textes, c'est-à-dire qu'un certain Madame Jean, pendant la dynastie des Tang, aurait écrit ce livre normatif à offrir à une de ses nièces pour pouvoir affronter sa nouvelle vie, parce que la nièce était mariée à un prince, à un roi, donc elle va écrire ce livre à lui offrir. Donc, vous allez commencer à rencontrer ce personnage d'une femme agenouillée qui va offrir un texte, et c'est le texte qui doit servir à sa nièce, mais qui en réalité doit servir un peu pour la conduite générale des femmes. Alors, en réalité, le classique de la piété filiale féminine est calqué un peu sur les classiques de la piété filiale en général, qui rentre dans les classiques, et qui normalement n'est pas illustré. Et ça, c'est une chose assez particulière, parce que, effectivement, toutes les éditions, là je comparais, disons, vraiment la structure est la même, hein, c'est le même nombre de chapitres, donc on a élaboré un texte qui va en parallèle au classique de la piété filiale qui existait déjà. Alors, une chose qui fait la caractéristique un peu de cet ouvrage, c'est qu'elle n'a pas été conservée en Chine, mais elle a bien été produite en Chine, dans la région que je vous ai montrée. Elle est essentiellement, les seules éditions que je connais illustrées ont été conservées au Japon. Alors, bien sûr, il y avait un marché des livres international. Les livres de la Chine de la fin du XVIe siècle étaient exportés vers le Japon. Mais peut-être ça nous dit aussi quelque chose du rapport que les collectionneurs, qui étaient essentiellement des hommes, pouvaient avoir avec ce type d'ouvrage, ce qui expliquerait qu'à présent, il n'existe pas d'édition illustrée du classique de la piété filiale des femmes qui sont conservées en Chine. On les retrouve au Japon. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Donc, toute une série de règles, de conduites, aussi un accent qui est mis sous l'éducation, dans la représentation qui est assez typée, hein, que vous trouvez aussi dans tous les autres livres illustrés de cette époque, de ces femmes, donc de bonnes familles qui sont représentées dans leur maison ouverte sur un jardin, où elles sont en train d'éduquer les autres femmes ou les enfants. Et ça, c'est une chose assez importante qu'il existe dans ces textes, c'est-à-dire la représentation de cette femme qui va éduquer. Ou qui va transmettre aussi par l'écrit ses compétences. Donc, voici encore une fois l'image de la présentation du texte par son autrice dans l'édition chinoise, et plus bas, les réimpressions qui sont faites au Japon. Donc, qu'est-ce que ça va se produire? Comme ce corpus de textes élargi et de nouvelles biographies de femmes exemplaires sont produites, où on va insérer de nouveaux contenus. Par exemple, vous avez retrouvé Madame Jean, donc la théorique autrice de ces classiques de piété de ces classiques de la piété filiale féminine, qui est représentée dans des biographies et dans biographies illustrées. Donc, ce que vous voyez
dans les coins à gauche, c'est les classiques de la piété des femmes illustrées. Ce que vous voyez par contre là, c'est une nouvelle édition de l'histoire des femmes où son acte est narré dans sa biographie et la présentation de l'ouvrage est mise en scène. Encore d'autres éditions de cette époque. Alors, ce que vous voyez en haut sont deux éditions identiques d'une version élargie de l'histoire des femmes exemplaires. Donc, le corpus original du 1er siècle de notre ère qui a été élargi pour le nouveau public et qui est publié deux fois. Une fois, elle est publiée en Ancan et une fois, elle est publiée un peu plus loin dans la région du Fujian où on fait à ce moment beaucoup de faux livres. Donc, ce que vous voyez en haut, hein, c'est dans ces éditions-là, toujours notre Madame Jeanne qui est en train d'écrire ce classique de la piété filiale. Mais en réalité, cette image est une allusion et une transposition à une autre femme qui, elle aussi, sait écrire. Si vous vous rappelez, je vous ai cité pour le 2e siècle de notre ère quelqu'un qui s'appelle Ban Zhao et qui avait contribué à écrire les annales. Et normalement, quand on voit une femme dans ce type de recueil représentée en train d'écrire, elle représente souvent Ban Zhao. Donc, vous avez encore d'autres ouvrages où ces deux femmes écrivaines sont présentées en même temps. Et vous les voyez dans les coins en bas à droite. L'une est en train de présenter son œuvre, l'autre est en train de l'écrire. Parce que Ban Zhao elle-même, elle est considérée, elle fait partie, disons, des autrices qui ont signé des ouvrages destinés à l'éducation des femmes, donc ces sortes de précès ou admonitions pour les femmes, qui vont eux aussi, venir à enrichir la production des livres de l'époque. Et normalement, si une illustration est associée à ces images, c'est juste l'image de cette femme qui est assise en train d'écrire. Donc, c'est une femme qui écrive et qui transmet son enseignement aussi par la parole écrite. C'est assez différent de notre cliché des femmes, que c'est celui de l'éducation par l'exemple. Alors, certaines de ces images vont s'émanciper du texte et vivre par elles-mêmes. Donc, celle-ci, qu'on trouve un peu partout dans ces livres illustrés, c'est un épisode très ancien, hein, c'est l'histoire de la mère de Mencius. Comme Mencius avait abandonné son travail à l'école, ses études, donc pour lui démontrer que c'était quelque chose de négatif, elle dit, c'est comme c'est moi, j'allais couper les tissus que je suis en train de faire. Donc, vous voyez toujours ces images qui reviennent. Hein, la femme qui est en train de tisser et on utilise l'exemple donc de la femme qui est en train de tisser, mais qui va découper les métiers pour montrer à son fils qui s'est mal abandonné les études. C'est la même chose que si moi, j'ai coupé mon métier. Donc, on a ce rôle de la femme en tant qu'éducatrice qui est très présente dans toutes ces représentations. Alors, il y a un autre problème qui va se poser dans ces corpus, c'est-à-dire les cas où les femmes ne sont pas de bons exemples, mais sont de mauvais exemples. Alors, il y a trois façons de le résoudre. Un, c'est celle-ci. En réalité, les textes peuvent parler de mauvais exemples, mais ce que vous voyez là, ce sont des femmes du palais dans un joli jardin. Donc, il y a évidemment quelqu'un qui explique ça aux autres, mais la chose n'est pas représentée. L'autre système qui sera utilisé par la majorité de ces éditions sera d'exclure complètement ces exemples-là. C'est-à-dire que votre corpus principal, que vous vous rappelez bien, n'est pas né pour éduquer des femmes, mais est né pour donner des exemples à un empereur. Donc, avec un dernier chapitre qui est consacré à des femmes dépravées, va être éliminé. Et donc, on va substituer tous les exemples par des exemples positifs, d'accord? Plus proches dans l'état, mais des exemples positifs. Et l'autre solution, c'est celui de représenter l'histoire, mais de la représenter avec des images complètement neutres, comme celle-ci. La femme que vous avez là, c'est
encore une fois une concubine qui a porté à la chute d'un empire, mais vous n'avez absolument rien qui vous le montre. Et évidemment, il y a des auteurs qui s'interrogent sur cette transformation du corpus, cette élimination de l'exemple négatif, parce qu'en quelque sorte, si on accepte l'idée que ces ouvrages étaient aussi destinés à l'éducation des femmes, ça veut dire que l'exemple négatif ne peut pas tellement être produit, et donc peut-être que la femme n'est pas encore capable de faire ces distinctions entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc on l'élimine, on le neutralise par une image comme ça. En plus de ce corpus de base, donc, il y a d'autres thématiques qui vont revenir un peu partout dans ces livres illustrés. Alors, ça, c'est des sujets que vous allez souvent rencontrer, que c'est celui de la femme qui va nourrir sa tante ou sa belle-mère. Et donc, vous avez souvent la représentation de la femme avec notre femme plus vieille qui boit de son lait. Et en bas, à côté, vous avez la représentation de l'enfant. Donc, la femme, elle est mère, mais elle va respecter, et ça c'est très présent aussi dans toutes ces biographies, une représentation précise de la société. Donc, au moins qu'il s'agisse de son fils, du premier aîné qui doit donc être qui a la position centrale, disons, dans le système patrilinéaire, mais dans les autres cas, normalement, il y a le sacrifice de l'enfant en faveur des aînés. Donc, c'est quelque chose qui reste aussi dans tous ces textes et qui est mis en image. Là, vous avez cet exemple donc, de la femme qui va nourrir une femme plus âgée qui, évidemment, n'a plus les dents. Cet épisode, pourquoi j'ai choisi cet épisode-là? Parce que c'est quelque chose qui va être aussi absorbé et circuler autrement. C'est-à-dire que quand des compilations sous l'exemple des piétés filiales générales pour les hommes et pour les femmes sont compilées, pour ce qui concerne la femme, l'exemple qui effectivement est retenu, c'est celui-là, c'est-à-dire l'histoire de cette dame qui n'avait plus ses dents, et donc quelqu'un décida de l'allaiter, et ceci pendant plusieurs années. Et comme vous voyez, le petit enfant qui sera sacrifié est toujours là dans le coin. C'est quelque chose qui change par rapport à notre tradition, parce que c'est un sujet qu'on retrouve aussi dans la tradition occidentale, et je vous ai mis les cas des Roms, mais dans les cas romains, il n'y a pas l'enfant qui est sacrifié pour les anciennes générations. Et en plus, une autre différence, dans le cas de Simone, c'est sa propre fille. Tandis, attention, la femme chinoise, elle ne se sacrifie pas pour sa famille, mais pour la famille toujours de son mari. Et donc ça, c'est extrêmement répandu. Donc vous les trouvez, ça va sortir des livres, l'image s'émancipe. Vous les trouvez par exemple dans ces séries d'estampes qui sont faites au début du XXe siècle et qui devaient servir justement pour être présentées, exposées, éventuellement sous des paravents. Et donc vous voyez, vous sentez cet écho qui revient avec ces premières peintures qui devaient être sous paravents un peu pour donner une éducation. Alors, donc, dans tout ça, revenons à nos éditions qui sont faites vraiment à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. Les corpus sur lesquels je travaille plus particulièrement, il s'agit de 3 éditions de l'histoire des femmes exemplaires, dont une seulement, celle de 1606, est la version classique, c'est-à-dire celle qui est fixée en gros depuis un millénaire et demi. Et les autres 2 versions sont des versions élargies, c'est-à-dire qu'on choisit une partie des biographies anciennes et on va ajouter des exemples plus proches dans le temps, notamment pour la version qui est à nous. Et pour ce qui est en bas de 1610, on va aussi choisir des exemples plus proches dans l'espace. C'est-à-dire que les biographies qui vont être associées, ce sont des biographies des femmes qui ont vécu dans l'endroit où l'ouvrage illustré est produit.
c'est que pour nous, ça ne change pas grand-chose, mais que pour un public de l'époque, devait être plus significatif, parce qu'évidemment, on connaissait un peu les familles importantes de sa province, et aussi, on peut penser que pour les familles elles-mêmes, c'était peut-être important de voir sa propre histoire représentée à l'intérieur de ses ouvrages. Et par ailleurs, est quelque chose qui, toujours dans cette région, moi je travaille justement sur la région de Huangshan, c'est-à-dire qui est marqué en bas, qui est un endroit où on publiait beaucoup de livres. On voit aussi dans d'autres types d'ouvrages, par exemple, on assiste à ce moment-là que dans les Tifangé, c'est-à-dire dans les ouvrages d'histoire locale qui étaient publiés par les administrations locales périodiquement et qui devaient servir un peu à renseigner peut-être les fonctionnaires qui venaient à prendre place dans ces endroits, qu'on a une explosion d'histoires de femmes exemplaires. Les genres bibliographiques existent dans ces éditions, mais à ce moment, ça explose et les mêmes histoires peuvent se retrouver aussi dans des éditions de l'administration, comme dans des éditions qui sont réalisées par des éditeurs privés pour un marché de l'édition donc privé, des gens qui sont sans doute des élites, mais on s'éloigne de plus en plus de ces milliers de la cour que nous avons cités tout au début. Donc, ici, j'ai réuni dans une seule slide certaines illustrations de la même histoire. Elle fait partie des histoires classiques. Bon, je choisis celle-ci, elle aurait pu être une autre histoire. Elle fait partie des histoires classiques, donc qui étaient déjà dans la version ancienne de Lien Juan, et elle est reprise régulièrement par les auteurs. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui va mourir parce qu'un incendie se produit pendant la nuit. Et donc, comme il n'y a pas suffisamment de nourrices, de servantes qui l'escorteraient au dehors du palais d'une façon correcte, elle préfère de rester dans son palais. Et donc, cette histoire est un peu présentée partout, mais avec les textes. Alors là, je vous reproduis ces textes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce texte-là a une petite note que vous voyez ici, tout en haut, et qui dit cette femme, c'est vraiment un exemple dans la première partie de son histoire, mais aussi dans la deuxième partie de son histoire. Parce que dans la première partie de son histoire, qui n'est jamais illustrée, cette femme avait déjà fait une chose assez marquante, c'est-à-dire qu'au début, elle avait retenu que son époux n'avait pas bien respecté les rites au moment des mariages. Et donc, au début, elle ne voulait pas suivre son mari. Donc, c'est là pour dire que ces femmes, elles vont bien se sacrifier, elles vont bien brûler pendant la nuit, mais sont aussi des femmes parfois très fortes. Quelque chose que Françoise a très bien mis en avant dans sa présentation. Donc, vous la voyez ici, prête donc à respecter les lits, chauds lits, jusqu'au bout. Alors, pour la façon dont ces images véhiculées, on a toujours l'image qui précède les textes. Parfois, comme ces cas-là, l'image peut être accompagnée de quelques mots qui peut-être facilitent l'interprétation de l'histoire, permet de situer l'histoire. Parfois, pas du tout. Vous avez une image qui représente l'acte principal et ensuite les textes. Les textes peuvent être parfois annotés, parfois on dit que c'est des textes blancs. Donc, ce sont quand même des textes qui n'ont ni notes ni ponctuation, même si c'était des histoires très connues. On parle du présupposé qu'il fallait quand même avoir un minimum de connaissances pour pouvoir vraiment les lire. Donc, on reste quand même dans des éditions que même s'ils se disent pour tout le monde, ils sont quand même pour ces élites qui, à cette époque-là, en Chine, pouvaient effectivement lire un minimum des textes. Alors, bon, je ne vais pas rentrer encore vous montrer comme parfois, dans les détails, parfois la violence du moment est complètement minimisée. Ici, le seul détail, au fond, que dans l'image trahit l'incendie, c'est dans les toits. Parfois, la chose est mise clairement en scène, comme dans ce cas. Et parfois, les textes d'origine est réduit et on introduit des commentaires. C'est-à-dire que certains de ces recueils portent le nom aussi de la personne qui a fait ce nouveau travail de réédition et qui a ajouté son point de vue
à l'histoire. Et dans ce cas, par exemple, le cas de ces personnages a été beaucoup discuté parce que, par exemple, certains considèrent même sa conduite excessive parce qu'elle était déjà veuve. Donc, elle n'était pas, effectivement, si elle avait été une gamine de 15 ans, elle aurait bien fait brûler dans son palais, mais elle aurait pu quand même se permettre de sortir, vu qu'elle était une femme d'un certain âge. Alors, on retrouve donc ce type de représentation un peu partout, aussi dans des recueils bibliographiques qui sont assez communs à ce moment-là, où on réunit des histoires exemplaires de femmes et d'hommes, comme dans ce cas-là. Nous sommes en 1610. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'au fond, ça rassemble beaucoup. Mais ici, il s'agit d'une compilation qui est faite par quelqu'un toujours de ces régions-là, qui est un fils de marchand de sel. Alors là, ça serait l'objet de notre journée, hein, les problèmes que les marchands ont en quelque sorte à se faire accepter et reconnaître. Lui, il ne fera pas cette carrière-là. Et au fond, il n'arrivera non plus à être un fonctionnaire. Donc, il va un peu acheter sa position d'intellectuel, hein, avec ces très belles éditions, dont ces éditions illustrées des biographies. Alors, entre topos qu'on peut retrouver, comme je vous disais, il y a des histoires plus tardives, donc des histoires, dans ce cas, c'est l'histoire des deux sœurs du 8e siècle, qui vont enrichir ce corpus. Et donc, vous reconnaissez ces images un peu dans toutes les éditions. Là, je vous ai mis donc ces deux sœurs qui vont se sacrifier plutôt de céder aux brigands et qui vont se lancer dans le vide dans 4 éditions différentes qui sont produites toutes dans cette région-là. Alors, il y a des personnages qui sont extrêmement proches dans le temps et dans l'espace. Donc, je viens de vous parler d'un marchand de sel qui, pour se racheter, fait aussi l'éditeur. Il va publier un recueil d'histoires exemplaires. Donc, ce que vous avez sous la droite, les Annales des miroirs des hommes, c'est en réalité un ouvrage qui contient essentiellement des biographies d'hommes, mais aussi des biographies de femmes. Et là, c'est quelque chose de très rapproché dans le temps parce qu'il va présenter les cas de son père, mais pas vraiment de son père, d'une des concubines de son père. C'est-à-dire la concubine qui, au moment où son père est malade, il va se mutiler pour utiliser de son sang pour les soigner. Et l'histoire est représentée en 2 moments parce que la nouvelle, évidemment, est transmise au reste de la famille et aux autres femmes qui sont en train de la lire dans la lettre. Donc, vous avez cette femme martyre, une des concubines de son père, qui va se faire saigner, et les autres qui vont apprendre. Et presque en même temps, à quelques années de distance, vous retrouvez exactement la même histoire dans une autre édition qui est faite un peu dans cette même zone, donc où on inclut des narrations de plus en plus récentes. Et vous reconnaissez, je pense que vous pouvez voir vous-même la ressemblance entre les images, mais aussi dans certains détails, comme le petit garçon là qui est en train de faire chauffer des choses dans les coins. Donc c'est pour ça qu'au début, je vous disais, il y a vraiment un processus de copie perpétuelle et de reprise perpétuelle d'images de ces femmes exemplaires qui passent d'un livre à un autre. Donc, ici, ce cas nous fait arriver sur le point final, au fond de cet exposé. Donc, c'est la question du sacrifice féminin pour nourrir parfois, pour soigner les anciens de la famille et pour soigner les malades. Donc, vous avez des cas de mutilation qui s'associent à l'autre cas que je vous avais cité au tout début, que c'est celui de se défigurer pour éviter de devoir souvent prendre un deuxième mari. Donc, la façon d'éloigner son prétendant, c'est celui de défigurer son visage. Il y a des cas où la représentation de la violence est encore plus évidente, toujours dans ces éditions qui sont faites entre la région du Huangshan et la ville de Huizhou. Comme vous le voyez ici, donc vous avez 2 biographies.
Souvent, ces biographies, avec un sacrifice extrême, que ce soit pour protéger encore une fois quelqu'un de plus âgé, ou dans l'autre cas, pour ne pas céder à ces brigands, et donc en refusant et en être tué, la femme est même éventrée, ces biographies-là sont situées dans des moments de trouble, c'est-à-dire des moments du changement dynastique, qui au fond expliquent pourquoi ça serait posé cette condition d'arriver à l'extrême. Mais c'est assez intéressant que d'un côté, on a éliminé les biographies des femmes méchantes, on a cherché de ne pas les représenter en images. Ça ne veut pas dire que la violence ou l'exemple négatif ne soit pas là. Ce n'est pas un tabou de la représentation du geste violent. Il est bien présent. Et il est même, dans ce cas de cette édition qui est réalisée probablement d'Alan Way, donc vers 1600, très présent. Alors, il y a une autre chose que je voulais vous rappeler. Ça c'est je finis mon temps, c'est ça. Mais c'est fini, ne vous inquiétez pas. Donc, que je voulais vous rappeler, c'est la question de ne pas isoler ces ouvrages de leur contexte. C'est-à-dire que les mêmes gens qui probablement illustraient ces ouvrages, achetaient et lisaient cet ouvrage, étaient les gens qui commandaient, illustraient des ouvrages érotiques dont je vous ai mis une copie à son côté. Et pour finir, je passe encore sur les suicides, je passe de toutes sortes parce que je n'ai plus le temps. Je vais conclure sur cette image. Il y a dans ces recueils aussi les sacrifices ultimes qui passent par céder son corps dans la représentation des actes de cannibalisme. C'est relativement rare dans la représentation chinoise. Donc ici, vous avez encore le cas d'une épouse. En réalité, c'était son mari qui devait être mangé. Mais elle va prendre la place de son mari et l'homme va partir, elle va être cousinée. Et dans cette édition qui porte des commentaires, normalement, il n'y a pas de commentaires d'éditeur, mais il y a une petite phrase qui dit n'importe qui va entendre cette histoire va pleurer. Et c'est exactement les derniers mots qui sont à la fin de la biographie. Alors j'espère que je ne vous fais pas pleurer et je vous remercie de votre attention.